Parler de Chien 51, c'est d'abord parler d'un objet assez rare dans le cinéma français contemporain. Un film de science-fiction populaire, coûteux, porté par des vedettes, fabriqué pour le grand écran et qui assume frontalement le mélange entre polar, dystopie sociale et film d'action. Le film de Cédric Jiménez, sorti en France le 15 octobre 2025, dure 1h46 et coécrit avec Olivier Demangel et adapte le roman de Laurent Godet, publié en 2022 chez Actes Sud. Il est porté par Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel et Robin Duris. Il a également été présenté à la Mostra de Venise en 2025, hors compétition, comme film de clôture. Le synopsis, en apparence, tient presque du programme de série noire futuriste dans un Paris proche, divisé en 3 zones sociales. Une intelligence artificielle nommée Alma a transformé la police. Lorsqu'on assassine son inventeur, 2 policiers que tout oppose, Zen et Salia, doivent enquêter ensemble. Lui vient des marges, elle d'un monde plus protégé. Le vieux duo antagoniste du polar est projeté dans une ville algorithmique. La friction humaine devient la dernière anomalie d'un système qui voudrait tout prévoir. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que Chien 51 soit un film d'anticipation, c'est qu'il arrive après plusieurs décennies où le cinéma français a souvent traité la science-fiction avec prudence, gêne ou détour. La France a produit des œuvres majeures dans le domaine. Bien sûr, La Jetée de Chris Marker, Alphaville de Godard, Je t'aime de René, Le Dernier Combat de Besson, Bunker Palace Hotel de Bilal, Dante 01 de Caro et Eden Log de Vestiaire ou plus récemment Mars Express de Jérémy Perrin. Mais le grand film de SF populaire français, avec star, budget massif, action urbaine, imaginaire social et ambition industrielle, reste un animal fragile, une bête mythologique que le cinéma français approche parfois avec un filet à papillon. Chien 51 veut justement faire entrer ce cinéma-là dans le dur: décor, poursuite, fusillade, architecture de classe, intelligence artificielle, surveillance généralisée, violence policière, fracture urbaine, désir de blockbuster local. Le film n'est pas seulement un récit, il est aussi un test de résistance pour l'industrie française. Peut-on fabriquer chez nous un spectacle dystopique qui ne ressemble ni à une copie pauvre d'Hollywood, ni à un téléfilm de luxe, ni à une allégorie trop sage? La réponse est plus trouble que triomphable, et c'est ce trouble qui rend le film passionnant à analyser. Pour comprendre Chien 51, il faut le replacer dans la trajectoire de Cédric Jimenez. Voilà, donc Jiménez n'est pas un cinéaste de la contemplation. Il appartient à une lignée de réalisateurs pour qui la mise en scène est d'abord une question de tension, de circulation, de vitesse, de compression. Avec La French, puis surtout Bac Nord et Novembre, il s'impose comme l'un des rares cinéastes français récents à travailler le film policier comme une machine nerveuse, avec un goût très marqué pour la procédure, les groupes sous pression, les hiérarchies, les opérations, les corps en déplacement dans des espaces hostiles. Bac Nord était déjà un film de territoire. Marseille, ses quartiers, ses frontières invisibles, ses perceptions politiques inflammables. Novembre était un film d'organisation, des bureaux, des couloirs, des réunions, des écoutes, des cartes, des filatures, toute une dramaturgie du renseignement. Gymnase aime les institutions quand elles tremblent. Il filme moins des héros que des systèmes en surchauffe. Avec Chien 51, il ne quitte pas vraiment le polar. Il l'augmente, il le place sous cloche futuriste. Le film d'enquête devient un film de cartographie. L'investigation policière n'est plus seulement la recherche d'un coupable, elle devient la traversée d'une ville dont la structure même est criminelle. Le changement de genre est donc peut-être moins radical qu'il n'y paraît. Gymnase ne passe pas du polar à la science-fiction, il révèle que son polar portait déjà en lui un imaginaire dystopique. Dans Bac Nord, la ville était déjà fragmentée. Dans Novembre, l'information était déjà une arme. Dans Chien 51, ces 2 obsessions fusionnent. La ville est divisée, l'information est centralisée, la police est assistée par une intelligence artificielle. La société devient un échiquier dont les cases sont des classes sociales. Le film prolonge donc une question que traverse son cinéma. Que reste-t-il de l'individu quand l'institution décide du rythme, du cadre, du langage et du degré de violence autorisé? L'un des gestes les plus importants du film consiste à déplacer l'univers du roman. Chez Laurent Godet, Chien 51 se déroule dans une société appelée Magnapole, située en Grèce avec une dimension plus allégorique. Gymnase et Demangel choisissent de ramener l'action à Paris. Gymnase explique qu'il voulait ancrer l'univers dans une société française plus immédiatement identifiable tout en conservant ce qu'il avait marqué, le rapport entre Zem et Salia, ainsi que l'idée du zonage social. Ce déplacement est fondamental. Il ne s'agit pas d'un simple changement de décor. Passer d'une cité allégorique à Paris, c'est faire basculer le récit du mythe politique vers le cauchemar national. Le film ne dit plus voici une société imaginaire qui pourrait nous ressembler, il dit voici Paris après quelques tours de vis supplémentaires.
Paris, dans Chien 51, n'est plus la ville-musée, la carte postale, le décor romantique, c'est une capitale compartimentée. Une ville où l'espace est devenu une grammaire de domination. La zone 1 pour les élites, la zone 2 pour les classes aisées, la zone 3 pour les rejetés. Le vieux Paris haussmannien, celui des perspectives, des façades, du contrôle par l'urbanisme, trouve ici son prolongement numérique. On ne sépare plus seulement par l'argent, par l'adresse, par le périphérique ou par l'accès au logement, on sépare par architecture policière. Le film rejoint alors toute une tradition de villes futuristes qui ne sont jamais seulement des décors. Metropolis de Fritz Lang inventait une verticalité sociale, les puissants dans les hauteurs, les travailleurs dans les profondeurs. Blade Runner de Ridley Scott faisait de Los Angeles une ville-monde saturée de pluie, de néons, de ruines industrielles et de publicités géantes. Brasil de Terry Gilliam transformait la bureaucratie en labyrinthe mental. Children of Men d'Alfonso Cuarón imaginait un Royaume-Uni verrouillé où l'effondrement se lit dans les checkpoints, les cages et les flux de réfugiés. Chien 51 s'inscrit dans cette lignée, mais à la française. La ville dystopique n'est pas seulement verticale ou tentaculaire, elle est administrative, elle classe, elle trie, elle distribue les corps selon leurs valeurs sociales. On pourrait presque dire qu'elle fait de la science-fiction avec un logiciel de préfecture devenu fou. L'intelligence artificielle, ALMA, est au cœur du dispositif. Elle est censée avoir révolutionné la police. Cette idée place immédiatement Chien 51 dans une généalogie cinéphilique très riche, celle des films où la technologie promet la sécurité absolue et produit en réalité une nouvelle forme d'inhumanité. On pense évidemment à Minority Report de Steven Spielberg. Dans le film de 2002, la police arrête les criminels avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Le fantasme sécuritaire y prend une forme métaphysique. Prévoir le futur pour abolir l'incertitude. Chez Spielberg, la question morale est vertigineuse. Peut-on punir un acte qui n'a pas encore eu lieu ? Dans Chien 51, l'interrogation se déplace vers notre présent. Peut-on confier la lecture du réel à une machine prétendument neutre alors que la société qui la programme est déjà inégalitaire ? On pense aussi à Robocop de Paul Verhoeven, pas seulement pour la police futuriste, mais pour la fusion entre maintien et l'ordre, privatisation, brutalité urbaine et cynisme capitaliste. Verhoeven comprenait que la science-fiction politique fonctionne mieux quand elle garde une dimension grotesque, presque publicitaire. La société du futur ne naît pas dans un laboratoire abstrait. Elle sort des logiques déjà présentes dans le capitalisme contemporain, poussée jusqu'à l'obscénité. Chien 51 est moins satirique que Robocop, plus sérieux, plus tendu, parfois trop droit dans ses bottes. Mais il partage cette intuition. La technologie ne remplace pas la violence sociale. Elle lui offre une interface plus propre. ALMA n'abolit pas la domination, elle la rend fluide, rapide, justifiable. L'écran devient un tribunal, la donnée devient une matraque invisible. Le film peut aussi être rapproché de Person of Interest, de Ghost in the Shell, d'iRobot ou encore de THX 1138 de George Lucas, où l'organisation technique du monde produit un effacement progressif du visage humain. L'originalité de Chien 51 tient à son ancrage policier français. Il ne fantasme pas une mégalopole abstraite, mais une France du contrôle, des zones, des autorisations, des barrières, des fichiers, des passages surveillés. La grande question d'Alma n'est donc pas la machine pense-t-elle, la vraie question est qui bénéficie de sa pensée. Le duo Zem-Salia reprend une structure très ancienne du cinéma policier. Deux personnages opposés sont forcés de collaborer. On connaît le modèle, le flic de terrain et la policière plus intégrée, le marginal et la professionnelle, l'instinct et la méthode, la rue et l'institution. Le cinéma américain en a fait un moteur comique ou explosif, de L'Arme fatale à Seven, de Hit à Training Day. Mais dans Chien 51, cette opposition est moins psychologique que géographique. Zem et Salia ne viennent pas seulement de deux tempéraments, ils viennent de deux zones. Leur désaccord est inscrit dans la ville avant même d'être inscrit dans leur dialogue. Chaque échange entre eux porte une frontière invisible, chaque rapprochement constitue une brèche dans l'architecture sociale. Jimenez expliquait que les zones permettent de raconter des populations qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus, ne se réconcilient plus. Dans cette logique, la relation entre Zem et Salia devient une réduction intime du monde du film. Deux corps que le système vont tenir séparés doivent apprendre à regarder dans la même direction. C'est là que le film trouve son noyau mélodramatique. Sous le polar futuriste, il y a une histoire de reconnaissance. Zem et Salia ne résolvent pas seulement une enquête, ils s'arrachent lentement au rôle que leur zone leur assigne. Lui n'est pas uniquement le chien des bas-fonds, elle n'est pas uniquement l'agente d'un ordre social plus propre. Le film cherche dans leur association la possibilité d'une faille humaine au sens d'un monde algorithmique. Le titre Chien 51 prend alors une valeur symbolique. Le chien, dans l'imaginaire policier, c'est le flair, la fidélité, la traque, mais aussi l'animal qu'on dresse. Le chien est celui qui sent ce que la machine ne sait pas sentir. Il est aussi celui qu'on envoie devant, dans la boue, dans le danger, dans la nuit. Le numéro 51 ajoute une froideur administrative. L'animal n'a plus de nom, il a une immatriculation. Le titre condense le programme du film. Un être vivant réduit à une fonction, une sensibilité transformée en matricule.
Gilles Lelouch apporte à Zem quelque chose d'essentiel, une fatigue. Pas une simple lassitude de jeu, mais une fatigue physique, morale, presque territoriale. Il donne au film un poids de bitume. On sent chez lui le flic usé, le type qui a trop vu, trop encaissé, trop couru derrière des ordres absurdes. Dans le cinéma français récent, Lelouch occupe une place particulière. Il peut jouer la camaraderie, la colère, la brutalité, la tendresse blessée. Chez Jimenez, il devient un bloc humain jeté dans une machinerie futuriste. C'est important parce que Chien 51 aurait pu se perdre dans son univers visuel. Lelouch le ramène au sol. Son visage dit que la dystopie ne commence pas par des hologrammes, elle commence par des nuits mal dormies, des regards soupçonneux, des corps qui vieillissent dans les marges. Il y a chez Zem quelque chose du détective noir classique, pas le privé élégant la Bogart, mais le survivant d'un monde moralement foutu. On peut penser à Descartes dans Blade Runner, bien sûr, mais aussi aux flics cassés de Friedkin, aux hommes contaminés par leur propre enquête dans Police fédérale Los Angeles, aux silhouettes de Melville, où l'honneur est une prison sans barreaux. Lelouch joue Zem comme un homme qui n'attend plus grand-chose du monde. C'est pour cela que sa rencontre avec Salia compte. Elle ne le sauve pas au sens sentimental, elle déplace son axe. Dans un univers où tout est cartographié, il retrouve une zone imprévisible, l'autre. Face à lui, Adèle Exarchopoulos apporte une énergie différente. Là où Lelouch densifie, elle fissure. Elle a cette capacité rare à faire passer beaucoup de choses sans souligner. Depuis la vie d'Adèle, mais aussi dans Rien à foutre, Passage, Mandibule ou Je verrai toujours vos visages. Elle travaille souvent sur des états d'instabilité, désir, sidération, colère, rentrée, vulnérabilité immédiate. Dans Chien 51, son personnage de Salia pourrait n'être qu'une fonction scénaristique, la policière d'une zone plus favorisée, partenaire opposé aux flics des marges. Mais Exarchopoulos introduit une vibration plus trouble. Elle donne l'impression d'un personnage qui a appris à fonctionner dans le système sans entièrement s'y confondre. Salia n'est pas seulement une représentante de l'ordre, elle porte aussi une capacité d'écoute, d'inconfort, de déplacement. Il faut observer ce que fait Exarchopoulos dans un film de genre. Elle ne cherche pas à jouer SF, elle ne plaque pas une froideur métallique sur son jeu, au contraire, elle injecte du présent, de la peau, du souffle. Elle résiste à la tentation du personnage conceptuel. Dans un monde gouverné par Alma, elle garde une opacité humaine. On ne peut pas entièrement la réduire à son rôle dans l'enquête. C'est probablement là que le film fonctionne le mieux, quand les acteurs empêchent le dispositif d'avaler des personnages. Dans beaucoup de dystopies contemporaines, les figures humaines deviennent des pions idéologiques. Chez Jimenez, malgré les lourdeurs possibles de l'univers, Lelouch et Exarchopoulos maintiennent une friction charnelle. Ils rappellent que le cinéma, même saturé d'écrans et de drones, reste d'abord l'art de filmer des visages qui doutent. Le casting de Chien 51 est particulièrement signifiant. Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni-Tedeschi, Artus, Stéphane Bach, Lola Heiss et même Thomas Bangalter. Parmi les apparitions signalées, composent une sorte de panorama du cinéma français contemporain. Le film ne se contente pas d'avoir des acteurs connus, il les place dans un monde où la visibilité elle-même est un enjeu. Garrel, avec son élégance inquiète, son aura intellectuelle, sa diction immédiatement identifiable, amène une couleur très différente de celle de Lelouch. Il appartient presque naturellement à un imaginaire de zone 1, celui des héritiers, des inventeurs, des hommes qui manipulent des systèmes plus grands qu'eux. Duris, lui, possède une nervosité plus ambiguë, une intensité mobile capable de passer du charme à la menace. Leur présence permet au film d'inscrire la dystopie dans une distribution française reconnaissable, presque sociologique. On pourrait reprocher au film d'empiler les noms, mais cette accumulation produit aussi un effet intéressant. Chien 51 ressemble à un cinéma français qui se rêve en superproduction, mobilisant ses figures familières pour construire un futur commun. Là où Hollywood peuple ses dystopies de stars internationales, Jimenez peuple le sien de corps déjà chargés par notre mémoire de spectateurs français. C'est une dimension à ne pas négliger. La dystopie fonctionne toujours avec ce que le spectateur reconnaît. Un futur totalement étranger impressionne, mais un futur où on le reconnaît les visages, les rues, les accents, les hiérarchies et les crispations de son propre pays produit une inquiétude plus intime. Le cœur visuel de Chien 51, c'est évidemment son pari zoné. Le film a été présenté comme l'un des projets français ambitieux de 2025 en matière de science-fiction, avec un univers dystopique travaillé, un gros effort de production et des effets visuels importants. Des sources publiques évoquent un budget très élevé, autour de plusieurs dizaines de millions d'euros. Une convention de production mentionnait notamment un coût prévisionnel de plus de 36,5 millions d'euros, hors certains frais, tandis que certains articles ont parlé d'un budget plus global autour de 42 millions. Ce budget se voit dans l'ambition des fabrications. Il fallait créer un futur proche crédible, pas un monde trop lointain. Le futur proche est toujours plus difficile que le futur lointain. Dans le futur lointain, tout peut être inventé. Dans le futur proche, chaque détail doit prolonger le présent. Un checkpoint, un drone, une interface, un uniforme, une rue modifiée, tout doit sembler déjà possible. Le film s'inscrit dans une tendance majeure de la SF contemporaine. Ne plus imaginer l'avenir comme rupture totale, mais comme intensification du présent. Les grandes dystopies modernes ne disent plus demain sera différent. Elles disent demain sera la même chose, mais sans vernis.
Paris en 3 zones, c'est donc une idée simple, presque schématique mais efficace. Elle matérialise la séparation sociale que le cinéma français filme souvent par le naturalisme. Banlieue contre centre, périphérie contre capitale, quartier populaire contre espace de pouvoir. Ici, cette séparation devient science-fictionnelle. Les frontières implicites deviennent explicites. Les barrières symboliques deviennent des checkpoints. On peut relier cela à District 9 de Neil Blomkamp, où la science-fiction servait à reformuler l'apartheid, ou à Elysium du même réalisateur, où les riches vivent littéralement dans une station orbitale tandis que les pauvres survivent sur Terre. Chien 51 adopte une solution moins cosmique, plus française. Les riches ne quittent pas la planète, ils gardent le centre. Cette idée est cruelle. Elle dit quelque chose de très profond sur Paris. Dans l'imaginaire social français, le centre n'est pas seulement un lieu, c'est un privilège. La dystopie de Chien 51 ne consiste pas à inventer une tyrannie exotique, elle consiste à durcir une tendance déjà lisible. La ville comme machine d'exclusion douce puis brutale. Jiménez revendique un cinéma d'efficacité. À propos du film, la communication autour de Chien 51 insiste sur l'idée d'un thriller d'action généreux, assumant son éloignement partiel du roman pour mieux fonctionner comme fiction de genre. C'est ici que les débats deviennent intéressants. Une partie de la critique a salué l'ambition visuelle et industrielle du film. D'autres ont reproché à Jiménez d'avoir privilégié l'action au détriment de la densité littéraire et politique du roman de Godet. La réception française a été contrastée. Allociné indiquait une moyenne presse de 3,1 sur 5 sur 43 critiques et une moyenne de spectateurs de 3,3 sur 5 sur plus de 7500 notes, ce qui correspond à un accueil partagé plutôt qu'à un consensus. Ce partage est révélateur. Chien 51 se retrouve coincé entre deux attentes contradictoires. Les uns veulent enfin un film français spectaculaire, efficace, frontal, capable de jouer dans la cour des blockbusters. Les autres attendent d'une dystopie qu'elle creuse davantage ses enjeux politiques, qu'elle ne transforme pas son monde en simple décor d'action. Cette tension traverse tout le film. Jiménez sait filmer la pression, les courses, les impacts, les opérations. Il a un vrai sens de la montée en régime. Mais la science-fiction exige parfois autre chose. Du silence, de l'étrangeté, du flottement, une capacité à laisser le monde contaminer le récit. Les meilleurs films dystopiques ne sont pas seulement ceux qui expliquent leur société, ce sont ceux qui nous font sentir comment on y respire. Blade Runner n'est pas grand parce qu'il raconte efficacement une enquête. Son intrigue policière est même assez simple. Il est grand parce qu'il laisse le spectateur habiter une mélancolie urbaine, une pluie morale, un monde où l'humain devient une question sans réponse stable. Children of Men est immense parce qu'il combine la course et le deuil du monde, l'action et l'arrière-plan permanent d'une civilisation en extinction. Chien 51, parfois, veut aller vite là où son univers demanderait qu'on s'attarde. Mais ses défauts est aussi lié à son ambition populaire. Jiménez ne veut pas faire une SF contemplative, il veut un polar futuriste qui avance, qui frappe, qui entraîne. Le film perd peut-être en mystère ce qu'il gagne en propulsion. C'est le pacte qu'il propose. Il existe aujourd'hui un danger propre à la dystopie. Elle peut paraître déjà dépassée au moment où elle sort. Notre présent accélère si vite que beaucoup de récits d'anticipation semblent courir derrière l'actualité. Intelligence artificielle, surveillance, reconnaissance faciale, fracture territoriale, privatisation de la sécurité, polarisation sociale, tout cela n'appartient plus vraiment au futur. Le cinéma doit alors faire plus que dire « attention, cela arrive ». Il doit montrer la texture intime de ce qui est déjà là. C'est probablement l'un des points les plus discutables de Chien 51. Son imaginaire est fort, mais certains motifs semblent familiers. Liés à policières, les zones, les drones, les élites protégées, les pauvres relégués, le film ne découvre pas un continent neuf. Il recompose des motifs déjà installés dans la science-fiction mondiale. La question devient donc, que fait-il de spécifiquement français avec ces motifs ? Sa meilleure réponse est la ville. En ramenant Godet à Paris, Jiménez donne au film une singularité. La zone 1 n'est pas une abstraction cyberpunk. Elle renvoie à un imaginaire très concret du centre parisien, des accès des privilèges, des séparations déjà vécues. De ce point de vue, Chien 51 fonctionne davantage comme une dystopie territoriale que comme grande réflexion métaphysique sur l'intelligence artificielle. Alma, finalement, est moins intéressante comme machine pensante que comme révélateur social. Elle donne au vieux mépris de classe une puissance informatique. Elle permet au film de poser une question simple. Lorsqu'une société est injuste, que produit une technologie efficace ? Probablement une injustice plus rapide. Un exposé comme je suis en train de le faire sur Chien 51 doit forcément aborder sa relation à Hollywood. Le film dialogue avec des modèles américains évidents. Blade Runner, Minority Report, Robocop, iRobot, Elysium, Seven, Heat, le buddy movie policier, le techno-thriller, le film de poursuite urbaine, le risque serait de le réduire à une imitation. Mais le cinéma n'avance pas seulement par pureté, il avance par hybridation. Le polar français lui-même s'est construit dans un dialogue permanent avec le film noir américain.
Melville a regardé Hollywood, puis Hollywood a regardé Melville. Le samouraï doit autant à la mythologie du gangster américain qu'à une abstraction très française. Rififi, touchez pas au Grisby, Le Cercle Rouge, Police Python 357, L627, 36 Quai des Orfèvres, notre cinéma policier a toujours vécu avec des fantômes étrangers dans les poches. La vraie question n'est donc pas Chien 51 emprunte-t-il? Bien sûr qu'il emprunte. La question est que transforme-t-il? Là où Hollywood pense souvent à la dystopie en termes de méga-corporations, d'état sécuritaire ou d'effondrement global, Chien 51 l'inscrit dans un imaginaire de la stratification française. Il y a quelque chose de presque balsacien dans cette ville en zone. Chacun a sa place, son accès, sa valeur, sa possibilité de mouvement. Le futur du film n'est pas seulement cyberpunk, il est socialement cadastral. On pourrait dire que Chien 51 tente un croisement étrange. Blade Runner relu par la géographie sociale française. Minority Report contaminé par les débats sur la police. Elysium ramené du ciel vers le périphérique. Au fond, Chien 51 est peut-être moins un film de science-fiction qu'un film noir déguisé en anticipation. Le film noir repose sur quelques principes. Une société corrompue, une enquête qui révèle un mal plus vaste que le crime initial, un héros moralement abîmé, une femme ou un partenaire qui déplace le désir et la loyauté, une ville labyrinthique, un sentiment de fatalité. Tous ces éléments sont là. L'assassinat de l'inventeur d'Alma n'est pas seulement un point de départ narratif, il est la fissure dans la façade du système. Comme dans le film noir classique, le crime ne perturbe pas l'ordre, il révèle que l'ordre était déjà criminel. Dans Le Grand Sommeil, l'enquête de Philippe Marlowe devient presque secondaire par rapport à la sensation d'un monde vicié. Dans Chinatown, le crime intime ouvre sur la prédation politique et territoriale. Dans Seven, l'enquête plonge dans une ville malade sans nom. Dans Chien 51, le meurtre initial ouvre sur la question du contrôle algorithmique et de la ségrégation sociale. La différence, c'est que le film de noir classique baignait dans les ombres, les stores vénitiens, la fumée, les ruelles mouillées. Chien 51 remplace ces signes par des écrans, des drones, des barrières, des capteurs, des zones. Mais la logique reste la même. Le monde est illisible et l'enquêteur est celui qui découvre que cette illisibilité n'est pas un accident, elle est organisée. La musique du film est composée par Guillaume Roussel, collaborateur régulier de Cédric Jiménez. La fin du film utilise Wish We Were Here de Pink Floyd. Choix immédiatement chargé, presque trop célèbre pour être innocent. Ce morceau n'est pas seulement une chanson connue posée sur une fin. Il apporte une couleur mélancolique qui déplace le film. Wish You Were Here, c'est l'absence, la perte, la distance entre les êtres, la difficulté à distinguer le réel de la mise en scène, la question de savoir si l'on est encore vivant dans un monde qui vous a remplacé par votre fonction. Dans le contexte de Chien 51, cette chanson peut se lire comme un commentaire sur ce que la dystopie détruit le plus sûrement. La présence, présence à l'autre, présence au monde, présence à soi. Alma voit tout, mais voir n'est pas rencontré. La machine peut surveiller, calculer, anticiper, classer, elle ne peut pas regretter. Le morceau de Pink Floyd introduit donc une dimension presque funèbre dans un monde où tout est connecté. Quelqu'un manque encore. Et là, je n'en dis pas plus parce que c'est un peu spoilé. C'est peut-être la plus belle contradiction du film. Il construit un univers de contrôle, puis laisse une chanson analogique, nostalgique, presque spectrale, venir rappeler que l'humain ne se résume pas à l'information qu'il produit. Pour rester honnête, il faut parler des limites. Chien 51 est un film ambitieux, mais parfois prisonnier de son propre désir d'efficacité. Il veut être polar, film d'action, dystopie sociale, réflexion sur l'IA, mélodrame de duo, adaptation littéraire, blockbuster français et commentaires politiques. Cela fait beaucoup pour 1h46. Le roman pouvait se permettre l'ampleur, la densité, la lenteur, l'allégorie. Le film doit choisir. Jiménez choisit le mouvement. Ce choix est cohérent avec son cinéma, mais il laisse parfois certains enjeux à l'état de promesse. Les zones, Alma, les tensions sociales, la gouvernance du futur, tout cela pourrait nourrir une fresque plus vaste. Le film en donne des éclats, des signes, des impulsions, mais il revient vite à l'enquête et à l'action. Ce n'est pas forcément un défaut rédhibitoire. Le cinéma de genre fonctionne aussi par condensation. Mais dans une dystopie, le spectateur veut sentir que le monde continue au-delà du cadre. Il veut percevoir l'économie, les habitudes, les loisirs, les humiliations ordinaires, les micro-gestes par lesquels le système s'impose. Chien 51 a parfois tendance à préférer le spectaculaire de la frontière au quotidien de la domination. L'autre limite tient à une certaine solennité. Le film prend son monde très au sérieux. Or, les grandes dystopies ont souvent besoin d'une part de bizarrerie, d'ironie, de malaise absurde. Brasil reste terrifiant parce qu'il est burlesque. Robocop reste positif parce qu'il est indécent, drôle, vulgaire, publicitaire, excessif. Chien 51 aurait peut-être gagné à laisser entrer davantage de dérèglements, de trivialités, de détails sales, tout ce qui fait qu'un futur paraît vécu plutôt que conçu. Malgré cela, Chien 51 compte
Il compte parce qu'il tente quelque chose. Dans un paysage français souvent frileux, dès qu'il s'agit de science-fiction grand public, il met de l'argent, des stars, des décors, de l'action, de la noirceur sociale, et il accepte de se frotter à un genre difficile. Il prend le risque du ridicule, du trop-plein, de la comparaison avec Hollywood. Ce risque mérite d'être considéré. Un cinéma national ne grandit pas seulement avec des chefs-d'œuvre, il grandit aussi avec des films imparfaits, qui déplacent la ligne de production. Chien 51 ouvre une porte. Peut-être qu'il ne la franchit pas avec toute la grâce souhaitée, peut-être qu'il trébuche sur certains seuils, mais la porte existe désormais, celle d'une SF française populaire qui ne serait ni honteuse, ni miniature, ni uniquement autoriste. Il y a dans ce film une bataille presque industrielle. Jimenez veut prouver que le cinéma français peut fabriquer un pari futuriste, un thriller dystopique, un spectacle de genre. On peut discuter le résultat, mais pas l'importance du geste. Et puis il y a cette idée forte. Le futur n'est pas ailleurs. Il est dans la manière dont nos villes se ferment, dont nos regards se méfient, dont nos technologies promettent de résoudre des problèmes qu'elles aggravent, dont la police devient interface, dont la classe sociale devient itinéraire autorisé ou interdit. Chien 51 n'est peut-être pas le grand film définitif sur l'intelligence artificielle. Il est plus intéressant comme film sur la séparation des quartiers, des corps, des langages, des mémoires. La machine Alma n'est que le visage froid d'un monde qui avait déjà décidé de ne plus se mélanger. Au terme de l'analyse, Chien 51 apparaît comme un film de tension entre plusieurs pôles, littérature et cinéma d'action, dystopie politique et polar populaire, ambition française et modèle hollywoodien, critique sociale et efficacité spectaculaire. Il n'est pas toujours à la hauteur de toutes ces idées, mais il porte en lui quelque chose de précieux. Le désir de donner au cinéma français un futur sale, surveillé, violent, reconnaissable. Le film vaut peut-être moins comme prophétie que comme symptôme. Il nous dit que notre époque imagine l'avenir sous forme de zones, de filtres, d'algorithmes, de badges, de murs invisibles devenus visibles. Il nous dit aussi que dans ce monde quadrillé, le vieux cinéma policier garde une force archaïque. Deux personnages, une enquête, des regards, une défiance, puis une alliance fragile. Le cinéma de science-fiction a souvent posé cette question. Qu'est-ce qui restera humain quand les machines auront appris à nous imiter ? Chien 51 la reformule autrement. Qu'est-ce qui restera humain quand la société aura fini de nous trier ? Sa réponse n'est pas un concept, c'est un duo, Zem et Salia. Deux corps qui n'auraient pas dû se rencontrer, deux solitudes que la ville voulait maintenir à distance, deux présences qui dérèglent un instant la logique du classement. Dans un film obsédé par l'intelligence artificielle, la plus grande résistance demeure presque primitive. Écouter quelqu'un qu'on n'était pas censé entendre.